Jules Verne, né à Nantes en 1828, est l'un des plus célèbres écrivains au monde et sans doute le romancier français le plus lu et traduit sur la planète. Bande dessinée, jeux vidéo, séries, films et autres novélisations, il y a peu de domaines artistiques qui n'aient pas été inspirés par ce fameux visionnaire. Qu'est-ce qui fait que cet homme, mort à Amiens il y a 120 ans, nous fascine et nous attire toujours autant ? Que nous sommes prêts à embarquer dans l'un des nombreux voyages extraordinaires qu'il nous propose. C'est l'histoire d'un voyage un peu particulier, tout à la fois intérieur, personnel, imaginatif et inventif, un voyage au centre de la lecture. Il y a cette circonstance dont je suis né à Nantes, où mon enfance s'est tout entière écoulée. J'ai vécu dans le mouvement maritime d'une grande ville de commerce, point de départ et d'arrivée de nombreux voyages au long cours. Je revois cette Loire, dont une lieue de ponts relie les bras multiples, ses quais encombrés de cargaisons, sous l'ombrage de grands ormes, et que la double voie du chemin de fer, les lignes de tramway ne sillonnaient pas encore. Des navires sont à quai sur 2 et 3 rangs. D'autres remontent ou redescendent le fleuve. En ce temps-là, nous n'avions que des lourds bâtiments à voile de la marine marchande. Mais que de souvenirs il me rappelle. C'est dans sa maison natale, avec vue sur la Loire, que commence notre parcours. Si je croisais Jules Verne, je pense que je lui demanderais comment ça se passe dans sa tête pour écrire tous les romans qu'il a écrits et pour avoir cette imagination. J'aimerais beaucoup, je sais pas, peut-être marcher avec lui et comprendre un peu son regard sur le monde, sur ces choses du quotidien qu'il arrive à transformer ensuite en objet littéraire, en objet romanesque. J'aimerais beaucoup comprendre son processus de création et savoir comme ça ce qui l'inspire, comment il a réussi à trouver autant d'inspiration pour autant d'écrits. Je pense que tout a commencé avec mon grand-père qui avait un bureau absolument énorme avec deux murs et demi remplis de livres sur plusieurs profondeurs. Et je passais mon temps à regarder les tranches des livres et ça m'a ouvert une première porte sur la littérature. Ensuite, j'ai eu des professeurs au lycée de français, de philosophie qui étaient absolument incroyables et qui m'ont donné goût à la littérature aussi, à la réflexion, à la culture. Et puis après, je me suis dirigée vers une fac de lettres. Et puis quand j'ai terminé ma licence, j'avais plus trop de personnes avec qui discuter de la littérature. Et donc j'ai décidé d'ouvrir un compte Instagram pour en parler avec d'autres personnes. Et en fait, je suis vraiment prise au jeu et j'ai adoré transmettre mes connaissances, mes passions, les choses que je découvrais dans des livres, dans des films. Et voilà, depuis, je ne m'arrête plus. Alors j'ai l'impression que le goût des livres m'est venu, mais c'est sans doute le cas de beaucoup de gens, avant même de savoir lire. La lecture de Jules Verne est une des lectures qui a beaucoup compté pour moi pendant la préadolescence, je dirais, vers 12-13 ans. Je les ai lus de manière intensive et il y avait ce souffle. Verne est un écrivain qui écrit long, qui écrit ample, et je crois qu'il reste quelque chose de cette ampleur-là. Ce n'est pas un romancier psychologique,
ce n'est pas d'abord par ses personnages que nous sommes attachés à lui, c'est par la capacité de nous faire entrer au centre de la Terre, de nous faire partir vers la Lune, de nous faire plonger dans une catastrophe minière, d'animer des forces comme celle d'un volcan, celle des tempêtes. Il y a là quelque chose de grandiose. Et je pense que ce côté grandiose, qui n'est pas directement du fantastique, qui n'est sûrement pas de la science-fiction, on a parfois fait de Verne un romancier de science-fiction d'anticipation, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt cette puissance qui nous sort de nos vies quotidiennes, qui nous sort peut-être d'une sorte d'étroitesse du monde, en tout cas comme moi je le percevais dans mon enfance, que peut-être on sent moins aujourd'hui, mais Verne est un romancier de l'ampleur. Est-ce que je me considère plutôt comme un scientifique, comme un artiste? La réponse n'est pas simple. Je dirais que la science est le fondement, la colonne vertébrale de toutes mes activités. Mais force est de constater que la lecture, les œuvres littéraires, la poésie, une certaine manière de pratiquer l'observation astronomique fait que très vite, je passais presque autant de temps l'œil à l'oculaire du télescope qu'à côté du télescope, à lever les yeux et à ressentir l'émotion de la nuit et à tenter de garder une trace de cette émotion, de ce que je ressentais. On peut dire un regard artistique. Si j'avais un talent d'écriture, je serais devenu écrivain. Si j'étais poète, probablement que j'en aurais fait des poèmes. C'est la photographie qui m'a permis de faire un travail entre science et art, où je vais me servir de mes connaissances scientifiques pour composer des images que j'ose espérer être artistiques. On peut qualifier Jules Verne de vulgarisateur scientifique, mais ce qui fascine Jules Verne, c'est l'encyclopédie, c'est le savoir, c'est cette capacité de l'humain d'inventorier, de tenter de comprendre le fonctionnement du monde. Ça fascine véritablement Jules Verne. Sa science préférée chez Jules Verne, indiscutablement, c'est la géographie. Il est fasciné par la géographie. Et d'ailleurs, force est de constater que lorsqu'il connaît son premier succès, 5 semaines en ballon, il est tout jeune, il a 34 ans, il est élu membre de la Société de géographie. Il fait partie du monde des géographes. Il est reconnu par ses pairs géographes. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Mais en même temps, Jules Verne a un regard très critique sur la science. Si vous regardez attentivement, si vous lisez attentivement son œuvre, on se rend compte que ces grands savants, ces grands scientifiques ou ces grands ingénieurs dans son œuvre sont des personnages quand même un peu bizarres, limite fous, inquiétants, et généralement ça se termine mal. Quel mystère aujourd'hui encore en 2024 nous donne envie de saisir un livre et d'entreprendre ce voyage immobile? Pourquoi rêvons-nous sans fin à l'évocation de ces héros, de ces paysages et de ces existences de papier? Quel est le roman de Jules Verne que je préfère? Ça change tous les jours. J'ai une très grande affection pour Voyage au centre de la Terre, qui est pour moi un roman qui réunit toutes les clés de l'œuvre vernienne. C'est un voyage géographique, c'est un voyage encyclopédique. Quand on lit du Jules Verne, et en particulier Voyage au centre de la Terre, on va apprendre l'histoire du monde, l'histoire de la Terre, mais aussi l'histoire de l'humanité. Et le voyage au centre de la Terre est probablement, comme l'a très très bien démontré Michel Serres, le grand philosophe des sciences, le voyage initiatique par excellence. Personnellement, mon roman favori, celui qui m'a le plus fasciné enfant et que j'aime encore le plus aujourd'hui, c'est L'île mystérieuse. L'île mystérieuse, des naufragés qui débarquent sur un petit îlot et qui, à partir de rien, vont reconstruire un monde, reconstruire une civilisation, réinventer la technique, tout en se rendant compte à un moment que une main extérieure, la main de la Providence, les a aidés dans leur recherche. C'est un roman absolument éblouissant, où Jules Verne rassemble un petit peu tout l'élément de son talent, c'est-à-dire
la foi dans le progrès et la science, et en même temps la certitude qu'il existe des forces négatives, des forces noires qui peuvent tout détruire. Alors, si je devais emmener un seul livre sur une île déserte, je pense que ce serait Into the Wild de Jon Krakauer. Et je pense que c'est une histoire qui peut vraiment parler à beaucoup de personnes. Parce que, en fait, je trouve que ce livre ouvre la réflexion sur la solitude, sur le lâcher-prise, sur le voyage aussi. Et puis, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des extraits d'autres auteurs à chaque début de chapitre. Et je pense que c'est pour ça que j'emmènerai ce livre avec moi. Mais alors, comment parler des livres que l'on aime et donner envie aux autres peut-être de les lire? Une sorte d'imaginaire commun auquel chacun et chacune pourrait venir s'abreuver, étancher sa soif d'aventure et d'histoire. Une oasis livresque en quelque sorte. Alors, le moyen le plus efficace de donner envie aux jeunes de lire, je pense que c'est d'ouvrir le dialogue. Parce que je pense que certains et certaines ont une vision de la littérature qui est une discipline assez élitiste. Il faut avoir fait des études pour pouvoir s'y intéresser, alors que non, c'est pas vrai, c'est pas le cas. On peut rentrer dans la littérature par plein de genres littéraires différents, avec des auteurs et des autrices de tous les genres, de toutes les générations. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de créer, c'est un dialogue pour donner envie, peut-être essayer d'ouvrir des portes de librairies ou de bibliothèques et de laisser les jeunes s'émerveiller devant les tranches de livres et puis choisir des choses un peu à l'instinct et puis découvrir ce qui leur plaît le plus. Ils ne sont pas obligés d'aimer les grands classiques tout de suite, ou même peut-être qu'ils les aimeront jamais, ou alors ils vont aimer que ça. Et peu importe, mais je pense qu'il faut aussi déculpabiliser par rapport à ça. On n'est pas obligé de connaître tous les livres pour aimer la littérature aussi. Aujourd'hui, les sollicitations, et notamment la sollicitation par les réseaux, par les smartphones, peut être distraire les jeunes de la lecture. C'est un miracle et c'est une chance quand on voit des œuvres passionnées à nouveau, qu'il s'agisse de la lecture de manga ou qu'il s'agisse, il y a quelques années, de la saga Harry Potter, où on a vu des jeunes eux-mêmes acquérir les volumes en anglais tellement ils étaient impatients de connaître la suite. Donc ça, je crois que c'est très important, c'est de se dire, la lecture, bien sûr, elle passe par l'école, bien sûr, elle est une ouverture au monde, au savoir, elle est nécessaire pour réussir des examens, des concours, etc. Mais la lecture doit d'abord être une activité de joie. Une affaire individuelle entre soi et le livre, et pas seulement une affaire d'obligation. L'intérêt de la lecture, c'est de pouvoir voyager à travers le monde sans quitter son chez-soi, de faire un voyage intérieur. On peut découvrir le monde, comprendre le monde, rêver uniquement par la lecture. Entrer dans un livre, c'est entrer dans un monde. Et c'est découvrir l'univers d'un autre ou d'une autre. C'est vivre avec d'autres préoccupations que les siennes. Vivre, pour reprendre la formule d'Emmanuel Carrère, d'autres vies que la sienne. Et ça, je crois que c'est quelque chose de généreux. Il y a dans la lecture quelque chose de généreux, mais c'est une générosité qui est compensée. Comme vous savez, vous pouvez avoir des contacts extrêmement superficiels avec des gens, échanger quelques phrases. Ça n'a rien à voir avec une amitié. Une amitié, c'est un temps long avec un autre ou une autre dans les bons et les mauvais moments. Eh bien, la lecture, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est l'immersion longue dans un monde. Vous entrez dans Guerre et Paix, vous entrez dans Les Trois Mousquetaires, vous entrez dans un roman de Kafka, et tout d'un coup, vous vivez une autre expérience. Quelque chose d'incroyable. Vous êtes entré avec Kafka dans le château, vous essayez d'entrer dans le château, et cela restera toujours autre chose que ce quotidien que vous vivez. Et si nous ne sommes là que dans des séquences extrêmement courtes et volatiles, ces petites vidéos qui nous aimantent, qui appellent la suivante, mais qui finalement ne nous permettent aucune vraie immersion, je crois qu'on perd quelque chose. Voilà, enfin en tout cas, moi, ma vie aurait été certainement beaucoup moins intéressante, beaucoup moins riche, si je n'avais pas eu tous ces compagnons et ces compagnes de papier. Ces rêves de papier n'existent que parce que nous les ouvrons et leur redonnons vie par notre regard particulier. Le livre, cet objet fascinant, ce fidèle compagnon de route, sera-t-il toujours à nos côtés pour accompagner nos vies et celles de nos descendants ? L'espoir ne peut jamais être tout à fait perdu, Monsieur Casalo, même dans les circonstances les plus terribles. Tout ce que je puis vous dire, c'est que, sur 100 chances,
Si nous en avons 99 contre nous, la 100e du moins nous appartient. Si mes souvenirs ne me trompent pas d'ailleurs, le Chancellor, à demi englouti, est précisément dans les conditions où s'est trouvé le 3 mâts à Junon, en 1795. Pendant plus de 20 jours, ce bâtiment est resté ainsi suspendu entre deux eaux. Passagers et matelots s'étaient réfugiés dans les hunes, et la terre ayant été enfin signalée, tous ceux qui avaient survécu aux fatigues et à la faim furent sauvés. C'est un fait trop connu dans les annales de la marine pour qu'il ne me revienne pas en ce moment à l'esprit. Eh bien, il n'y a aucune raison pour que les survivants du Chancellor ne soient pas aussi heureux que ceux de la Junon. Est-ce que le livre est appelé à disparaître? Je me souviens très bien de discussions avec des amis il y a peut-être 20 ans qui me disaient le livre c'est fini, regarde les liseuses, regarde les outils numériques. Je me souviens plus s'il y avait des liseuses déjà en 2000 ou 2005, mais en tout cas c'était des choses qui étaient déjà très très présentes. Et je constate que, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'on n'a jamais vendu autant de livres finalement. Donc je ne sais pas, je ne peux pas répondre. J'ai le sentiment que le livre est loin d'être fini. Je suis optimiste pour l'avenir du livre, pas forcément pour l'ensemble des choses. Je suis optimiste, je crois qu'il restera toujours dans le livre quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas à le recharger, hein, on n'a pas à chercher une prise, on n'a pas à vérifier qu'on a un bon réseau. On peut être dans le coin le plus perdu de la nature. Si vous avez un livre dans votre sac, vous êtes sûr qu'il marche avec un petit peu de lumière extérieure. Ce que je crois, c'est que la lecture prend toutes sortes de formes aujourd'hui. Parmi ces formes, il reste le livre, à condition que l'objet soit soigné. Je pense que la différence entre une lecture numérique et une lecture papier, elle tient dans l'expérience. C'est-à-dire qu'une lecture sur une liseuse, je comprends le côté pratique, on peut l'emporter où on veut, on peut avoir plusieurs livres sur soi, mais la lecture papier, c'est quand même une expérience sensorielle assez complète. On a la vue, forcément, puisqu'on lit. Il y a le toucher du livre, du papier, il y a l'odorat, il y a même l'ouïe aussi quand on tourne les pages. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver dans la lecture numérique. Pas besoin de le recharger, tombe jamais en panne. Vous pouvez écorner les pages éventuellement si vous n'êtes pas un obsédé de la beauté du livre. Éventuellement prendre un crayon de bois et puis souligner des passages. Il y a une rapidité absolument extraordinaire pour retrouver un passage. Je constate d'ailleurs, prenant personnellement énormément le train et les transports en commun, c'est un avis personnel, mais un constat personnel, que je vois peu de personnes finalement lire sur une liseuse. Mais je vois beaucoup de personnes, par contre, avoir un livre, un objet livre avec eux. Quand nous lisons sur écran, quand nous lisons sur un téléphone portable, c'est une lecture furtive. Hein, c'est une sorte de streaming, le livre glisse, c'est un flux. Mais quand nous avons un livre avec nous, dans notre bibliothèque que nous aimons, nous allons le lire une fois, et puis le ressortir, lire une page, regarder une image. Je vois les gens qui possèdent les bandes dessinées que j'ai faites avec Françoise Creighton, eh bien souvent, ce sont des livres qui les accompagnent à travers les années. Ils l'ont lu une première fois globalement, mais ensuite ils y reviennent, ils se focalisent sur quelque chose qu'ils aiment bien, ou ils le redécouvrent quelques années après, ou ils le transmettent, ils le passent à leurs amis, à leurs enfants, le jour où ils en ont. Et ça, c'est très très important. Mais pour moi, un livre, c'est aussi un objet de transmission. Par exemple, dans la bibliothèque, j'ai des livres de mon grand-père. C'est des livres qui se donnent, qui se transmettent. Même quand on ouvre une boîte à livres, on peut trouver des livres qui appartiennent à d'autres personnes. Et on ne donne pas un livre numérique, on ne donne pas une liseuse, on ne transmet pas de cette manière. Et je ne pense pas que le livre papier puisse disparaître totalement. J'espère pas, en tout cas. Je monte dans ma chambre en pyjama et puis je me rends compte que le dernier livre que j'avais lu, j'avais terminé la veille, je l'avais oublié. Je reviens avec ma robe de chambre dans mon bureau, ici même, et je passe une demi-heure devant ma bibliothèque. Et puis je prends un livre, je me dis « Ah tiens, celui-là, je l'ai lu il y a 20 ans. Ah, j'avais beaucoup aimé. Tiens, si je le relisais. » Puis j'en prends un autre. « Ah, celui-là, je l'avais acheté, mais je n'ai jamais pris le temps de le lire. » Et je suis remonté dans ma chambre avec une pile de livres. Et je pense qu'à l'heure des transformations numériques du monde et à l'heure du triomphe des écrans, le soin apporté au livre en tant qu'objet est quelque chose d'essentiel. Et quand on regarde ces merveilleuses éditions de Jules Verne, on voit que ce ne sont pas simplement des textes, ce ne sont pas simplement des gravures, mais ce sont aussi des objets.
avec ces cartonnages incroyables, ces jeux typographiques, cette impression en relief. Il y a un plaisir du livre. C'est ce que nous essayons de retrouver dans la bande dessinée, c'est ce que je crois beaucoup d'éditeurs essayent de retrouver. Et ça, je crois vraiment que la lecture sur papier, la lecture sur un objet imprimé, a encore de beaux jours devant elle et mérite d'être défendue. Donc pour moi, le livre, c'est un toucher, c'est un plaisir, c'est un objet, c'est l'ouvrir, c'est la qualité de la reliure, la gouttière, l'odeur, la qualité de l'imprimerie, de l'impression. C'est incomparable. L'équipage se battait à coups de hache. Le Canadien, Conseil et moi, nous enfoncions nos armes dans ces masses charnues. Une violente odeur de musc pénétrait l'atmosphère. C'était horrible. Un instant, je crus que le malheureux, enlacé par le poulpe, serait arraché à sa puissante succion. 7 bras sur 8 avaient été coupés. Un seul, brandissant la victime comme une plume, se tordait dans l'air. Mais au moment où le capitaine Nemo et son second se précipitaient sur lui, l'animal lança une colonne d'un liquide noirâtre, sécrété par une bourse située dans son abdomen. Nous en fûmes aveuglés. Quand ce nuage se fut dissipé, le calamar avait disparu, et avec lui, mon infortuné compatriote. Quelle rage nous poussa alors contre ces monstres! On ne se possédait plus. 10 ou 12 poulpes avaient envahi la plateforme et les flancs du Nautilus. Nous roulions pêle-mêle au milieu de ces tronçons de serpents qui tressautaient sur la plateforme dans des flots de sang et d'encre noire. Il semblait que ces visqueux tentacules renaissaient comme les têtes de l'hydre. Le harpon de Ned Land, à chaque coup, se plongeait dans les yeux glauques des calamars et les crevait. Mais mon audacieux compagnon fut soudain renversé par les tentacules d'un monstre qu'il n'avait pu éviter. Ah, comment mon cœur ne s'est-il pas brisé d'émotion et d'horreur! Le formidable bec du calamar s'était ouvert sur Ned Land. Ce malheureux allait être coupé en deux. Je me précipitai à son secours, mais le capitaine Nemo m'avait devancé. Sa hache disparut entre les 2 énormes mandibules et, miraculeusement sauvé, le Canadien, se relevant, plongea son harpon tout entier jusqu'au triple cœur du poulpe. « Je me devais cette revanche, » dit le capitaine Nemo au Canadien. Ned s'inclina sans lui répondre. Ce combat avait duré un quart d'heure. Les monstres vaincus, mutilés, frappés à mort, nous laissèrent enfin la place et disparurent sous les flots. Le capitaine Nemo, rouge de sang, immobile près du fanal, regardait la mer qui avait englouti l'un de ses compagnons, et de grosses larmes coulaient de ses yeux.